Culture et confiture, l'émission qui explique la psychologie, la philosophie, les dogmes et les croyances. Culture et confiture sur Radio Connex. Radio Connex. Et nous voici de retour dans notre rubrique Culture et confiture. On va parler de psychologie, dogmes et croyances. On va essayer de mieux comprendre, de décrypter, entre autres, aujourd'hui, la pensée positive. Et pour ça, on va retrouver Gilles Gongalves, notre président de la Fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires. Il est également fondateur de l'école de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne à l'école Hoa Tien Duong, un master en thérapie brève neuro-intégrative. Alors Gilles, on parle beaucoup de la pensée positive. C'est quoi pour toi la pensée positive ? Salut Dom. La pensée positive, en fait, elle peut être objectivement rattachée ou subjectivement rattachée à ce qu'on veut. La pensée positive, ce serait par exemple de voir la vie d'un certain aspect, avec une certaine couleur, en général assez gai et rose par exemple. Ça pourrait définir la pensée positive. Ça pourrait aussi être des personnes qui argumentent toujours dans le sens de ce qu'elles peuvent trouver dans une situation. Donc voir le bon côté des choses, comme on dit. Ça serait encore une autre définition de la pensée positive. L'optimisme, par exemple ? Ouais, ça en fait partie, absolument. D'accord. Alors dans la pensée positive, ce qui est un petit peu... alors il y a le côté problématique et puis évidemment, comme tu le disais, le côté où on voit les choses plutôt du bon côté. Alors puisque tu parles de ça, je vais prendre une citation parce que c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Il n'y a pas de problème, seulement des solutions. Mais parfois, est-ce que nier les problèmes, c'est une façon de se concentrer sur les solutions, ou est-ce que c'est nier qu'il y a vraiment des problèmes ? Ça, c'est un peu compliqué, effectivement. C'est une superbe citation, je te remercie. Il en fallait une. C'est énorme. Ouais, merci. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Je dirais que c'est une formulation de ce qu'on cherche en termes d'objectif. C'est-à-dire, dans une situation, quel est l'objectif qu'on veut atteindre ? Effectivement, c'est de solutionner une problématique. En ça, on peut dire qu'il n'y a pas de problème avec des solutions. Encore faut-il les trouver. Donc, c'est se focaliser sur des solutions. Ce que j'ai compris que tu sous-entendais, c'était que lorsqu'on se focalise uniquement sur des solutions, est-ce que c'est pas par là même d'ignorer les problèmes ? C'est ça, une sorte de déni. Il peut y avoir plein de cas. Ouais, il peut y avoir plein de cas, effectivement, en solutionnant, consulter. Évidemment, est-ce que on a intérêt à revoir la gravité du problème? S'il n'est pas grave, pourquoi s'occuper après tout? On trouve une solution, puis basta, puis on avance dans la vie comme ça, c'est très bien. Par contre, si c'est un problème récurrent, quelque chose de chronique, quelque chose de profond, de traumatisant, trouver des solutions momentanées et avoir tout le temps le même type de problème cycliquement, est-ce que là, il serait pas intéressant de regarder le mécanisme même du problème à la base? Donc tu vois, il y a quand même plusieurs approches possibles et moi je dirais que ça dépend du contexte. C'est multifactoriel. Oui, c'est toujours intéressant de trouver des solutions rapidement et sortir des embrouilles le plus rapidement possible, je dirais. Mais parfois, c'est quand même occulter une bonne partie de la problématique, surtout si elle se reproduit régulièrement. C'est là où, justement, parfois, certains vont faire preuve d'un excès d'optimisme, de positif, et c'est là où on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas parce que il y a une problématique récurrente, comme tu le disais, une problématique chronique. Et c'est là où, c'est ça. Et c'est là où il faut peut-être parfois aller vers un thérapeute pour débloquer une situation. Par exemple, pour aller voir le déni. C'est vrai que certaines personnes ont une tendance pathologique à voir un certain aspect de la vie, tout en étant dans les problèmes continuels ou malheureux. À ce moment-là, il y a forcément des zones de déni assez tangibles et assez intenses pour que les problèmes se produisent régulièrement. À ce moment-là, il faudrait effectivement les regarder du côté des problèmes et des mécanismes des problèmes comme je l'ai évoqué précédemment. Ouais. Alors on parle du côté de la pensée positive également, c'est peut-être pas vraiment des solutions, mais quand on est tout petit, est-ce que c'est inné ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on va travailler ? Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont positifs ou en tout cas optimistes tout le temps. Ils peuvent avoir des emmerdes, ouais. Ça c'est clair, mais on sent que ça passe. Ça passe tout le temps. Est-ce que c'est un apprentissage ? Est-ce que ça peut venir évidemment de l'éducation ? Ça dépend aussi des parents, de l'image que l'on donne. Est-ce que ça va être du mimétisme ? Ouais. Alors c'est un ensemble de tout ce que tu évoques. Effectivement, il y a des personnes pour qui c'est inné et d'autres pour
petits, en fait, les fondations de leur expérience psychologique positive va plutôt être du domaine de l'acquis. Il y a des personnes, comme tu disais, très petites, elles ont une tournure d'esprit qui leur permet de voir le bon côté des choses, d'apprécier, d'être joueur, etc. Donc là, je pense que de toute façon, effectivement, c'est inné. En dehors des casseroles qu'on prend petit, il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent au monde avec un bagage de positivisme psychologique. Donc ça, c'est dans l'ADN probablement, et c'est ce que j'entends par être une capacité innée. Après, on peut aussi avoir une trajectoire de vie plus ou moins difficile. Par un certain retour d'expérience ou un certain apprentissage, commencer à cultiver d'une manière acquise, c'est-à-dire volontairement transformer son propre psychisme pour en avoir des récurrences plus positives que négatives. Les deux sont présents. Donc en fait, c'est par des expériences. J'avais noté comme ça, on imagine, on est tout petit, on peut être assez... il y a un manque de confiance en soi parfois, donc c'est difficile d'avoir de la pensée positive. On imagine, on est à la piscine, je suis un enfant, j'ai peur, je n'ose pas, je n'arrive pas à mettre de la pensée positive. D'ailleurs, je n'y pense même pas. Et puis j'ai ce fameux le maître nageur, donc qui va m'aider, qui va me mettre en confiance une fois, deux fois, trois fois, qui va mettre du positif, qui va me montrer que je suis capable. C'est ça aussi. On va répéter des expériences différentes à la piscine, à l'école, monter sur le vélo et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que ce n'est que par l'expérience. Et puis à chaque fois que j'essaie, ça peut être plus ou moins dur, mais j'y arrive toujours. Est-ce que c'est ça aussi ? Ouais. Alors, je dirais que pour résumer ton propos, c'est que la vie est une succession d'expériences et le résultat de certaines expériences dépendent de ce qu'on a déjà prévécu. Si à chaque fois que tu vas à la piscine, et malgré le fait qu'il y a un maître nageur, tu échappes à la noyade à chaque fois, tu vas à chaque fois valider que la piscine c'est dangereux pour toi, ça peut être mortel, ça te fait peur, ça t'angoisse, etc. Donc en fait, on peut parler d'ancrage à ce moment-là. C'est-à-dire plus tu répètes une chose, plus elle est ancrée. Ce qui fait que tu as l'a priori négatif en allant à la piscine, puisque les événements précédents dans cette piscine t'ont montré que c'est pas bon pour toi, c'est très négatif. Donc tu vois, il y a cette notion d'ancrage. Donc dans cette notion d'ancrage qui est importante, on peut voir que beaucoup d'expériences de nos vies, petits, adolescents, adultes, etc., crée en fait une tension. Cette tension, c'est le résultat. Le résultat, ça peut être positif ou négatif. Et qu'il soit positif ou négatif, il crée un ancrage, c'est-à-dire une habitude, quelque chose qui va déterminer notre réponse d'après, quoi. Donc si tu as ancré beaucoup de négatif au sujet d'un propos, donc ça peut être au propos d'un mariage, par exemple, du sport, de la piscine, comme tu l'évoques, ou des contacts sociaux. Si tu ancres ça de manière négative, tu auras toujours le même type d'appréhension, en fait. Et si tu ancres ça d'une manière positive, parce que par bonheur, une expérience a été positive assez rapidement, t'ancres la facilité, tu auras donc un regard très positif sur ce qui t'attend. Tout est une question d'expérience et de retour d'expérience. Alors ça c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'expérience, c'est ce que j'ai un petit peu lu aussi, et on parle entre autres de cette fameuse méthode Coué, où enfin, il n'y a pas que celle-là, mais où on essaie de répéter les mêmes phrases tous les jours. Je finis par me demander si c'est juste en répétant des phrases qu'on va vraiment devenir positif, ou si finalement, comme tu le disais, c'est réellement l'expérience de la vie de tous les jours, et en apprenant et en allant de l'avant et en essayant qui va vraiment faire la différence et qui va nous rendre positifs. Ouais, alors comment dire que les petites phrases toutes faites, c'est souvent, je sais pas, à un moment donné, les citations positives. Tiens, j'en ai une là. Plus tu t'en fous, plus t'es heureux. Je sais pas si c'est positif. Alors, comment dire, la méthode Coué, pour revenir à ton premier propos, elle consiste à obtenir un neuroréflexe. C'est-à-dire que tu essaies de te conditionner de manière à ce que ce conditionnement soit un réflexe qui t'emmène vers une réponse cognitive particulière. Là, c'est l'histoire de la gamelle et du chien. Si tu donnes à manger une gamelle, un chien, et que tu tapes un peu sur sa gamelle, en tapant sur sa gamelle, au bout d'un moment, le chien comprend qu'il va avoir à manger, quoi. D'accord ? Oui. Donc c'est ça, c'est une neuroréflexe. Alors c'est super intéressant parce que le neuroréflexe, c'est quand même un apprentissage que tu peux t'auto-donner, hein, tu peux te le créer toi-même, mais il aura de toute façon une portée limitée parce que le neuroréflexe va être conditionné, oui, mais il est également dans le contexte dans lequel toi émotionnellement tu te préfigures toute la journée. Si tu es tout le temps super mal,
ou que tu as des méga casseroles dans ta vie et que tu as un apprentissage de vie complètement pourri, te faire de la méthode Émile Coué, ça va être assez difficile. Hein. Tout à fait. Donc c'est l'expérience, on en revient toujours à ça, c'est d'aller sur le terrain, de mettre de l'action pour essayer de sortir de tout ça. Alors, l'expérience, je veux dire par là que tu peux la précalculer. C'est-à-dire que tu peux aller chercher comment toi t'es conditionné déjà dans une expérience, commencer à désamorcer les stress émotionnels négatifs liés aux mauvaises expériences que tu as déjà vécues. Parce que si tu as trop de mauvaises expériences, crois-moi que tu vas appréhender toutes les expériences de même nature. Donc il y aura un nettoyage à faire. Ah, exactement. Donc du coup, l'idée, c'est de désamorcer déjà la pression des précédents stress que tu as eu. Et ensuite, tu peux emmener une expérience un peu plus dans un développement positif dès l'instant où tu auras d'une part dépressurisé les stress négatifs et que tu auras d'autre part futurisé cette expérience. C'est-à-dire que tu peux te projeter et tu peux te préprogrammer dans le temps vers quelque chose de joyeux qui t'attend. Ça, c'est possible. Parce que ton cerveau reçoit l'espace et le temps, le calcul, et tu peux jouer avec, tu peux travailler avec. Donc en fait, tu peux te programmer, quoi. Comment on va se programmer? Parce que on va essayer de mettre du positif. Si jamais je me programme pour quelque chose et que ça ne fonctionne pas une fois, deux fois, trois fois, parce que je pensais que j'avais préparé le truc, je m'étais dit que ça allait être positif, ça allait marcher, et ainsi de suite. Alors le programme, il est dépendant, comme je t'ai dit, de ton passé. Si tu déprogrammes pas assez ton passé, si tu dépressurises pas les mauvaises expériences qu'il y a eu, t'auras beau essayer de te convaincre que ça va aller bien, le réflexe de tes anciennes expériences va te rattraper. C'est comme si tu avais le plein de problèmes et dès que tu démarres à partir de ce plein de problèmes. Donc déjà, il faut commencer à le vider. Ensuite, on va pas rentrer dans la thérapie ou dans la technique, mais il faut aller chercher obligatoirement des états ressources, deuxièmement. C'est-à-dire les états dans lesquels tu as un niveau de réussite acceptable. Tu es nerveux dès l'instant où tu commences à te tremper dans des états de réussite acceptable. À partir de cet état-là, tu peux entreprendre quelque chose d'intéressant. Donc, d'une part, il faut désamorcer, d'autre part, retrouver des états dans lesquels on a déjà été dans une forme de réussite pour que ton système nerveux devienne opérationnel. Et ça, à partir de ces deux conditions-là, tu peux entrevoir un futur un peu plus acceptable. Tu deviens opérationnel. Le fait aussi de fréquenter des gens optimistes, est-ce que par mimétisme, on devient optimiste ? C'est ça ou pas aussi? Ça peut aider? Ah ouais, complètement, ouais, absolument. Oui, ça, des gens qui nous tirent vers le haut? Absolument, c'est contaminant. Sauf si vraiment t'es dans le cas du schtroumpf-grognon qui de toute manière, quelles que soient les personnes autour de lui, sera toujours grognon et défini. Mais globalement, ce que tu évoques est extrêmement judicieux et intéressant parce que l'entourage est un levier énorme. T'es entouré de gens pleurnichards négatifs toute la journée, et ton système nerveux en peut plus, c'est épouvantable. Donc par là même, être entouré de gens porteurs positifs et qui te montrent de bons aspects, en tout cas, qui t'aident à solutionner la vie, c'est somme toute beaucoup plus intéressant. Oui. Et alors justement, en poursuivant tout ça, on va arriver sur la partie physique. Être négatif ou optimiste, on le sait, ça va jouer sur le corps, ça va jouer un peu sur l'esprit, on peut être dans un brouillard. Mais est-ce que ça peut jouer, par exemple, sur le système immunitaire, sur ce qu'on appelle la dopamine, la sérotonine, qui donne un peu de gaieté, qui donne de la patate, ce qu'on appelle les hormones du cerveau, je crois. Ça joue aussi? Ouais, alors, en fait, pour être bien clair, on peut pas détacher, en tout cas pour moi, on ne peut pas détacher l'esprit du corps. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que ton esprit influence le corps et ton corps influence l'esprit. Tout simplement parce que c'est la même chose. Donc, il y a une unité corps-esprit avec une expression psychologique et une expression plus corporelle. Mais en fait, il y en a une plus tangible, une plus physique, qui est tangible, donc il y a une moins tangible qu'on appelle psychologique, mais ils sont l'expression de la même chose. Ça veut dire que si ton corps, lui, est pas au taquet au niveau hormonal, ton psychisme il va pas aller bien loin. Et de la même manière, si ton psychisme est constamment délétère, tu vas complètement affecter tes hormones et ton corps va répondre à ces problèmes psychiques et va par exemple t'épuiser des surrénales, ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'aboutis à une dépression nerveuse ou un burn-out. Il y a que de la communication entre ces deux parties-là. Ce sont les mêmes, normalement. Donc en fait, que ce soit la pensée finalement positive ou autre chose, c'est multifactoriel. À partir du moment où je mange mal ou je ne vais pas m'oxygéner tout simplement, sans parler de sport, mais faire un peu de bien, le cerveau commence à être moins bien.
On dit que la marche à pied, justement, la marche tout court, fait du bien. On sait que ça relance un peu tout le système et on est un peu plus clair dans le cerveau. Donc, c'est un ensemble de choses pour retrouver un peu de pensée positive et c'est quasiment quotidien. Absolument, oui. C'est indissociable de toute façon parce que les toxines psychologiques ont leur pendant physique et les toxines physiques donc ont un transposé psychologique. Donc tu disais sur des choses chroniques, donc si on parle de petites déprimes, on doit pouvoir s'en sortir assez bien. Si on parle de dépression, de personnes qui pourraient être en dépression beaucoup plus profonde, évidemment, il va falloir un temps beaucoup plus long pour reprendre son cerveau, entre guillemets, le remettre en route. Pour les problèmes chroniques, on est obligé de pousser l'investigation sur les stress émotionnels, évidemment, qu'il y a eu tout au long de la vie du sujet, du patient, mais également avoir un bilan, au moins ce qui me concerne, un bilan énergétique qui permette de relancer une physiologie correcte. Parce que, comme on l'évoquait précédemment, si la physiologie ne suit pas, le psychisme n'aura jamais aucun support pour fonctionner correctement. Tu peux rappeler ce qu'est la physiologie ? La physiologie, c'est la façon dont tes organes fonctionnent. C'est le bon déroulement organique. Dès l'instant où tu as tous les arguments nécessaires à la vie, comme les protéines, acides aminés, différents minéraux, différentes vitamines, et que tout ça est auto-entretenu dans ton système est suffisant, en fait, le rapport entre les organes, les différents organes et ton cerveau, on appelle ça la physiologie. C'est la façon dont tu marches, la physiologie. Un esprit sain dans un corps sain. Alors, c'est pas mal ça. Alors toi, à titre individuel, pour se défaire d'un pessimisme un peu trop présent, être moins négatif, tu dirais quoi ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? On a déjà dit pas mal de choses, mais si tu nous faisais un petit résumé. Ce que moi je fais à titre personnel. Allez, à titre personnel. On va pas te demander ta routine, mais tu dirais à quelqu'un, si tu le disais à quelqu'un, tu vas me dire chacun est différent, mais va prendre l'air, va marcher, si t'aimes le vélo, va rouler. Moi, à titre personnel, je m'entraîne au moins 5-6 fois par semaine, quasi tous les jours. Ça, c'est ma routine physique. Donc, je conseillerais de toute manière à une personne fatiguée moralement et physiquement, évidemment, sans aller dans l'épuisement, mais de commencer à mettre en route son corps avec les moyens dont elle dispose, mais en essayant d'être un tout petit peu plus performant semaine après semaine pour créer ce qu'on appelle un petit stress qui est dans le cadre de la loi de l'hormèse, c'est-à-dire que si tu stresses un tout petit peu ton corps, lui, il a une réponse beaucoup plus forte, tant physique, immunitaire, psychologique, hormonale, nerveuse, etc. Donc du coup, tu comprends bien par là même que si tu bouges un petit peu plus que d'habitude, tu vas créer un stress qui fait que ton organisme, en réponse, va te régénérer, te reconstruire, t'anaboliser, en fait. On appelle ça comme ça. Donc ça, ce serait la première chose à faire. Déjà, bouger le corps. Ensuite, regarder au niveau de la diététique, enlever tous les toxiques, principalement les sucres, ce qu'on appelle les sucres à indice glycémique élevé. Avant, on appelait ça les sucres rapides, donc les sucres raffinés, les sucres blancs, des choses qui servent à rien, en fait. Revenir sur une diététique propre avec beaucoup de légumes, des protéines. Alors moi, je suis quand même enclin à encourager les gens à consommer des protéines. C'est pas à la mode, je sais. Mais si ton organisme n'a pas des protéines le matin pour démarrer, il n'a pas de carburant, il n'a pas de matériaux pour construire ce dont il a besoin de construire toute la journée. Donc c'est une grosse erreur de pas avoir assez de protéines. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec végétarien, qu'à manger un peu plus de légumes s'il faut, c'est pas le souci. Donc énormément de légumes, un peu de protes et très très peu de glucides. Des glucides à un indice glycémique assez bas. Donc ça, je laisserai les auditeurs faire leur recherche sur ce que c'est. Et là, on obtient une diététique assez équilibrée, en macronutriments et en micronutriments. On va pas développer ça. Et ensuite, l'état d'esprit, en tout cas celui que je cultive, c'est au moins 2 fois par jour. Donc moi, c'est le matin et le soir. Je me paramètre au niveau psychologique tous les matins. Alors, je vais chercher des états ressources, c'est-à-dire des moments de ma vie qui m'ont permis de vivre une situation dans laquelle je me sentais super bien. Donc je les réactive, ce qui fait que je les ressens tout de suite. C'est une forme de méditation. J'ancre ça et depuis cet état d'esprit, je pars dans ma journée. Et le soir, j'ai une autre routine, c'est de faire un retour d'expérience. Qu'est-ce que cette journée m'a apporté ? Je fais le tri. J'essaie d'analyser un petit peu ce qui s'est passé. C'est jamais pessimiste dans le genre, tiens, j'ai une journée de merde, c'était pas bien aujourd'hui. C'est pas ça que je me dis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée ? Voilà. C'est quoi ? Et je le mets sur quel compte ? Qu'est-ce que j'ai appris aussi ? Qu'est-ce qui me reste à faire ? Qu'est-ce que je peux travailler pour arranger ça ?
Donc en fait, c'est s'endormir avec des choses que tu as fait, que tu as appréciées, et tu te dis tiens, ça c'était chouette, puis ça je vais l'améliorer, par exemple. Non, pas vraiment. Le retour d'expérience, c'est pas forcément C'est des pas ça. choses qui étaient chouettes. Non, on va recommencer. Coupé deuxième. Déjà, je m'endors pas là-dessus, d'accord? Parce que s'endormir sur une analyse, c'est pas très productif. C'est quand même au moins une bonne heure avant d'aller me coucher, c'est faire la rétrospective, le topo de ma journée, le bilan, si tu veux, de ma journée. Me demander comment je l'ai vécu et qu'est-ce qui fait que je l'ai vécu. C'est comme ça, du coup. Et est-ce que j'ai quelque chose que je peux améliorer dedans, quoi. C'est ça, le retour d'expérience. Bon, bah c'est pas mal. On a déjà les 3 points principaux, hein. Bon, et alors moi après il y a une petite chose que je voulais parce que je trouve que ça, ce qu'on appelle le côté New Age un petit peu, c'est un petit peu la loi de l'attraction. Je suis positif, on va faire des groupes pour prier pour la paix dans le monde. À titre individuel, tiens, je suis hyper positif. Moi, je sais qu'un jour je vais gagner au loto. Ou alors la troisième, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Hein. Tu sais, c'est pas très grave. Moi, je laisse faire. Je suis hyper positif. Hein. Là, on est dans des espèces de croyances, de dogmes. Juste pour reprendre, par exemple, bah moi, je vais prier pour qu'il y ait la paix dans le monde. Que c'est quoi? C'est de la pensée positive, ça, ou c'est de la confiture, ou c'est de la culture? C'est quoi? Oh, pour moi, c'est plus de la confiture que de la culture, parce que la pensée positive, elle ne fonctionne pas la plupart du temps, car l'inconscient fait obstacle, tout simplement. Alors, on parle bien, là, attention, on parle bien quand ça ne fonctionne pas, dans cette partie-là, sur une partie collective. Oui, mais ça fonctionne rarement. Parce que, pour bien décrire le phénomène et le remettre en contexte, on regarde comment, nous, déjà, au niveau physiologique et psychologique, on fonctionne. On a conscience de rien. C'est-à-dire que là, tout de suite, notre organisme, qui est constitué de plusieurs milliards de cellules, est complètement indépendant de ta volonté. C'est en automatique. Donc, on a conscience de rien du tout dans notre propre corps. Du coup, notre conscience, elle représente un pouillème, quelque chose d'infinitésimal par rapport à ce qui se passe et qui est en automatique. Que tu veuilles être en bonne santé ou pas, c'est déjà préconditionné dans tes cellules sur déjà ce qu'elles ont vécu. Donc, ton psychisme, qu'il soit d'accord ou pas, à un moment donné, quand tu es malade, tu es là, quand tu étais malade. Le jour où tu meurs, point barre. Il y a des règles dynamiques derrière qui sont déjà là. Donc, on est complètement inconscient de notre corps. On n'a pas besoin de consciemment penser qu'il faut qu'on respire tout de suite, là, qu'on respire, on n'arrêterait pas, ou qu'on doit gérer notre cœur, tiens, vas-y, c'est impossible. Donc, on voit bien que tout est extrêmement inconscient et préconditionné. De la même manière, tu veux arrêter une guerre dans le monde, mais tu veux pas, c'est déjà préconditionné et automatisé par plein d'autres facteurs qui échappent complètement à notre conscience. Mais complètement à notre conscience. Ça veut pas dire que les gens sont pas de bonne foi, hein, c'est parfait, mais ça n'a jamais fonctionné. Et ce que je trouve ridicule, c'est que depuis des millénaires, on a ces mêmes pratiques qui sont dysfonctionnelles, qui n'ont jamais fonctionné, et qu'on continue à y croire. Et comme j'ai aimé à dire à mon tonton curé, je vais prendre quelques claques du reste, si tu prends sur Wikipédia le nombre de catholiques qu'il y a dans le monde, tu regardes, t'évalues que tous les dimanches, je sais pas, on a peut-être quelques-uns, 200, 300 millions, qui prient sur une échelle de 24 heures, donc ça fait quand même une énergie colossale. Hein. Ils prient pour la paix dans le monde le dimanche, le lundi, tout ta fenêtre, il s'est rien passé. Hein. Donc ça, c'est pas un seul dimanche, c'est tous les dimanches de l'année, et c'est pas depuis une année, c'est depuis des dizaines d'années, depuis des siècles, depuis des millénaires, qu'il y a des pratiques comme ça qui ne fonctionnent pas, qui n'ont jamais rien arrêté. Et on continue malgré le fait que ça fonctionne pas à y croire, parce que en fait, c'est un aveu d'impuissance, on sait pas quoi faire. Donc on va vers des solutions toutes faites, des produits qui tombent dans notre psychisme, qui nous donnent bonne conscience tout de suite, qui nous rassurent, on est content. Donc ça, c'est vraiment faire fi de notre système inconscient, qui lui n'a aucune capacité à régler une guerre, d'où que ce soit dans le monde. Et parce que les guerres, elles ont des raisons particulières, et donc on ne va pas vraiment gratter dans le mécanisme, dans la tête des protagonistes qui fomentent ces guerres, il se passe rien. On ne peut pas manipuler des gens à distance comme ça. Donc en fait, on va bien dissocier la pensée positive à titre individuel, comment se reconstruire, de la pensée positive qui, elle, cherche à s'occuper, entre guillemets, de la planète, qui, elle, est beaucoup plus dépendante de facteurs extérieurs, alors que la nôtre, elle est déjà dépendante de facteurs intérieurs, mais qui sont pas toujours faciles à gérer. Donc, évidemment, quand ça vient d'autres personnes, c'est encore plus compliqué et même voire impossible à arrêter.
Bien sûr, tu peux pas les contrôler. C'est un individu ou plusieurs ne peuvent pas s'attaquer à l'inconscient collectif. En plus, ce qui est complètement sous-jacent, c'est absolument invisible. Ce sont des mécanismes multimillénaires avec des choses qui ont une logique. Hein. Même si elles sont traumatiques, elles ont une logique. Et tant qu'on va pas disséquer en réel retour d'expérience avec le vrai levier problème sur son plan, être sur un plan complètement décalé comme celui de la méditation, ça avancera rien. Ça a d'autres vertus, la méditation. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour arranger les problèmes dans le monde. Ça ne marche pas. D'ailleurs, tu parles de méditation. À titre individuel, souvent on essaie de mettre de la pensée positive dans la méditation. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ou la méditation est plutôt faite pour complètement relâcher et ne plus penser à grand chose et simplement s'écouter, respirer, essayer de relâcher Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on peut faire ce qu'on veut en fait. Parce que la méditation, pour moi, c'est un plan de conscience modifié, c'est tout. Voilà. Il y a notre conscience de veille, là tout de suite, on est au téléphone ensemble. Et puis, dès l'instant où tu te relâches et que tu commences à respirer, rentrer à l'intérieur de toi, tu es dans un état de conscience modifié. Il y en a des millions d'états de conscience modifiés. Il y en a autant que ce que tu es en train de générer à l'intérieur de toi. Donc c'est ça la définition de la méditation pour moi. C'est un état de conscience modifié. Donc tu peux te servir des états de conscience modifiés pour plein de choses, y compris te relâcher si tu as envie, c'est de solutionner des choses si tu as envie, et il y a beaucoup de champs d'application. La méditation, c'est pas une technique. C'est une erreur, je pense d'ailleurs. C'est pas non plus une obédience. J'entends par là que c'est ni bouddhiste, ni taoïste, c'est pas une culture, c'est pas une religion. La méditation, ce sont les ensembles d'états de conscience modifiés qui, si techniquement on sait s'en servir, on peut obtenir certains résultats. C'est un état d'être. Ouais, on peut dire ça, ouais, bien sûr. Écoute Gilles, merci parce que ça va faire déjà près de 25 minutes, un peu plus d'ailleurs qu'on est ensemble. Dans cette rubrique culture et confiture, on essaie de mieux comprendre, de décrypter les croyances auxquelles nous faisons face dans notre vie quotidienne, à travers notre famille, notre vécu, la société, les croyances du pays, ainsi de suite. On a essayé brièvement de parler de la pensée positive, que ce soit au niveau de la planète à titre individuel. Grand merci, puis on se retrouvera pour une prochaine rubrique ultérieurement, par exemple. Avec plaisir, Dominique. Écoute, bonne soirée. Merci et à bientôt. Bonne soirée aussi. Radio Connex. Enfin une radio qui nous connecte. Connex.